Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux. J'espère que la salle va se remplir encore plus. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres sessions au même moment et puis l'heure de table arrive bientôt, mais merci en tout cas à vous tous d'être là. Merci aux panélistes d'être tous présents. Alors nous allons parler durant cette session de Food Security avec un titre annonciateur, How to Solve the Green Revolution Puzzle. Comment résoudre le puzzle, disons l'énigme ou l'équation de la révolution verte. Un thème d'importance, on a tous en esprit les émeutes de la faim de 2007 qui ont causé pas mal de dégâts dans le monde. Depuis lors, on en est un petit peu sorti, mais les perspectives ne sont pas très bonnes pour les années qui viennent. Donc cela entraîne plusieurs enjeux, des enjeux notamment au niveau de comment on va pouvoir alimenter 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050, dont près de 2 milliards sur le continent africain. Quelle énergie on va utiliser pour pouvoir nourrir ces gens, pour pouvoir avoir une agriculture plus intensive, en tout cas qui puisse relever ce défi. Alors la révolution verte, on en parle, tout le monde en parle, mais quelle révolution verte? De quoi parle-t-on? De quel modèle? Quel est le modèle de référence? Est-ce le modèle indien, le modèle chinois, le modèle européen, le modèle brésilien? Ou alors l'Afrique doit-elle inventer son propre modèle? On parlera bien sûr de ça aussi. Et le rôle du secteur privé, parce qu'il faut investir dans l'agriculture. Là, je reviens par exemple de Kinshasa, en République démocratique du Congo, immense pays qui possède près de 80 millions d'hectares de terres arables, mais qui est toujours un pays importateur net de produits agricoles. Alors le gouvernement a décidé de faire un plan national d'investissement dans l'agriculture. Il lui faut 6 milliards. Il a pu obtenir avec les bailleurs de fonds traditionnels 1,5 milliard. Donc il y a encore 4,5 milliards à pourvoir, à trouver sur le marché. C'est en tout cas une opportunité pour les fonds d'investissement et les investisseurs. Mais quel rôle le secteur privé peut-il jouer précisément pour pouvoir augmenter la production agricole et ainsi relever le défi de l'alimentation? Alors, on parlera aussi un peu des multinationales. Alors, est-ce qu'il faut avoir un esprit manichéen et les présenter comme des ennemis du respect de l'environnement, ou alors on peut en faire des alliés pour justement, tous ensemble, vaincre cette bataille de la sécurité alimentaire? Aussi, cette révolution verte, comment faire pour qu'elle soit à la fois rentable, écologique et sociale? Et on parlera aussi, bien sûr, en certains moments, des OGM, de ces organismes génétiquement modifiés. De tout ça avec les panélistes ici présents, que je vous présente tout de suite. Il y a bien sûr d'abord M. Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Merci d'être là. Bienvenue. À vos côtés, il y a M. El Mamoun Amrouk, qui est économiste à la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci d'être là. À vos côtés, M. Laurent Poirier, qui est le vice-président du Conseil européen des jeunes agriculteurs. Merci d'être là. Ensuite, il y a M. Nimo Bassé, qui est directeur de la Health of Mother-Earth Foundation, donc la fondation de la santé pour la terre-mère, si je peux le traduire comme ça. Merci d'être là. Et enfin, M. Mohamed Fikrat, qui est le CEO de Cosumar, entreprise bien connue ici au Maroc, active dans l'agro-industrie. Donc, pour commencer, on va essayer d'abord de tracer le cadre, essayer de savoir pourquoi justement cette question de la sécurité alimentaire, de la révolution verte, est-elle un enjeu à la fois présent, mais un enjeu du futur aussi. Et pour ça, je passerai la parole au représentant de la FAO, M. Amrouk, pour essayer de nous tracer en fait les perspectives des 10 années qui viennent. Dites-nous, vous qui détenez les chiffres et qui êtes un peu, si je puis dire, notre référent technique. Donc, expliquez-nous pourquoi, dans les années qui viennent, l'enjeu de l'alimentation sera-t-il toujours aussi crucial? Merci Yves. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir invité la FAO à présenter ses idées et à débattre avec cet honorable panel. Merci aux organisateurs, M. Brahim Fassifali, Antonin, pour avoir organisé parfaitement les préparatifs de ce débat.
Et puis remercier aussi les organisateurs d'avoir mis la question de la sécurité alimentaire au cœur du débat de ce MEDACE 2013. Donc ça prouve l'importance du sujet aujourd'hui pour la communauté internationale. Alors je commencerai par dire que, en fait, la communauté internationale a récolté ce qu'elle a semé. Nous avons récolté ce que nous avons semé. Au cours des 30 dernières années, l'investissement dans le domaine agricole n'a cessé de diminuer. Alors, je vous donne un exemple. Le stock de capital par travailleur, qui est une référence ou un indicateur pour mesurer la productivité, a diminué au cours de ces 30 dernières années, depuis 1980. Il a diminué de 0,6% par an en Afrique subsaharienne et il a aussi diminué de 0,1% par an en Asie, à l'exception de l'Inde. Ça d'un côté. Et en général, pour les pays à faible revenu, à faible moyen revenu, cet indicateur a diminué aussi de à peu près 0,6% au cours des 30 dernières années. Également, l'aide publique au développement n'a cessé de diminuer au cours des 30 dernières années. En fait, la part de l'agriculture dans l'aide au développement public était aux alentours de 8% dans les années 80. En 2007, elle avoisinait les 5%. Donc vous voyez, les indicateurs qui sont essentiels pour mesurer la production et la productivité en agriculture étaient au rouge depuis ces 30 dernières années. D'un autre côté, la demande n'a cessé d'augmenter. Demande pour la consommation, pour les bétails, pour nous les êtres humains, mais également pour les biocarburants, et j'imagine qu'on en parlera plus tard. Donc vous prenez tous ces aspects et puis vous vous rendez compte que la demande a été beaucoup plus marquée que la production, et bien sûr, l'économie basique vous dit qu'il y aura un déséquilibre et les prix vont augmenter. Et c'est ce qui s'est passé en 2007, en 2008. Donc voilà, le challenge et le défi pour la communauté internationale, c'est comment nourrir une population croissante, 9 milliards, vous l'avez mentionné, dans un contexte de prix élevés et volatiles au cours des 10 prochaines années. Voici le grand défi de la communauté internationale. Merci beaucoup pour cette première intervention. Je vais passer à présent la parole à M. Bassé, donc, qui représente, si on peut dire, la société civile africaine. Donc on vient de l'entendre, il faudra évoluer dans un monde encore insécure, avec des prix qui vont augmenter, comme vous l'avez dit, et volatiles dans les années qui viennent. Quels sont, de ce point de vue, M. Bassé, ceux que vous, en tant que représentant d'agriculteurs africains, vous cernez comme enjeux cruciaux pour justement ce défi de la sécurité alimentaire dans les années qui viennent? Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm really glad to be on this panel and for being invited. The African Civil Society is really very concerned about the picture of Africa when it comes to food issues. And we are concerned because sometimes when we talk about food security, the whole argument is that Africans should keep quiet and eat whatever is placed on the table. But we believe that the number one issue for us is food sovereignty. We need food that is culturally appropriate, a food that is local, food that suits our cultural requirement, that we understand, food that promotes livelihoods, not just things that are imported in the form of food aid or some other way of introduction. This is why we are very concerned about talks about the new so-called New Green Revolution for Africa. We're asking the question, what happened to the first Green Revolution?
the fact that Africa did not join that train, does that mean that we must climb onto the next train that is coming? Where did the first Green Revolution lead India? Where did it lead Mexico and other Latin American countries? What was the implication? What was the implication for that kind of production when it's brought to Africa? And then we are concerned about the fact that very little attention is paid to the history of food production in Africa. Up to the early 1980s, Africa was largely food sufficient, self-sufficient. We produced enough food, we were exporting food, but suddenly, because of political manipulation through the so-called structural adjustment program of the World Bank and International Monetary Fund, all the support that most countries provided for agricultural production were withdrawn. We didn't have extension officers helping the farmers. Storage facilities were not being fabricated in many of our countries. The marketing boards that provided a basic income price level for farmers were being destroyed. And then we had the economies open for importation and dumping. So you had poultry from Europe, all kinds of things being brought into Africa, tomato production, rice production, everything became damaged. And so we have to address those issues before we can forge the way forward for African food production. These are the immediate and preliminary concerns. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, on a entendu déjà là donc les implications et les conséquences de la mondialisation en quelque sorte pour avoir détruit cet équilibre, l'équilibre alimentaire qui existait en Afrique auparavant. Ça entraîne beaucoup de sous-questions sur l'Organisation mondiale du commerce et comment tout ça est mis en œuvre. Avant de poursuivre, je vais passer la parole à M. Laurent Poirier, donc des jeunes agriculteurs européens, aussi pour avoir votre point de vue sur, pour vous, quel est l'enjeu crucial de cette question de la révolution verte dans les années qui viennent. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir invités également à ce panel, puisque je voudrais dire en premier temps, c'est avant d'être un représentant de la jeunesse agricole européenne, je suis avant tout agriculteur dans un premier temps. Et c'est vrai que notre rôle au sein du CEJA, donc, c'est le renouvellement des générations en agriculture, puisqu'elle doit répondre avec la jeunesse, une éducation et une formation pour des nouveaux jeunes à s'installer en agriculture, de relever de nouveaux défis. Les nouveaux défis justement des nouveaux moyens, et en tout cas des besoins de la population civile. Et dans un premier temps, où je suis heureux, c'est qu'au moins on va parler de révolution verte, de choses comme ça, et enfin on va intégrer les agriculteurs à cette discussion, puisque je crois que c'est le vrai projet qu'il faut avoir ensemble. Ce n'est pas la population civile contre les agriculteurs, puisque c'est un petit peu trop souvent les débats. Et aujourd'hui, c'est quel projet commun nous pouvons suivre et avec quels moyens plus vertueux nous pouvons mettre en place, en tout cas une nourriture sûre, de qualité et en quantité pour l'ensemble de la population mondiale. Parce que c'est ça le défi et c'est le rôle que nous avons à faire partager, en tout cas être intégré dans le projet de nourrir la planète, en gros. On revient en fait à notre métier de base, hein, qui était bien ça, d'être agriculteur, c'était bien pour nourrir la population. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, autre intervenant, on l'a dit, hein, l'investissement a fortement baissé. La mondialisation a perturbé l'équilibre du marché, le marché intérieur. M. Basset a parlé de cette souveraineté alimentaire qui est un enjeu crucial. Mais là-dedans, quel est le rôle du secteur privé, puisqu'on aura besoin aussi du secteur privé pour investir dans l'agriculture. Mais est-ce que ce secteur privé n'est là que pour la recherche de profit, ou il peut s'organiser autrement pour à la fois produire de la richesse, mais à la fois aussi enrichir les producteurs, les fermiers. Et de ce point de vue-là, j'aimerais justement que M. Fikrat, qui dirige donc Cosumar, nous explique en quelques mots l'exemple justement de sa société, de cet équilibre qu'ils ont réussi à mettre en œuvre au Maroc. Merci, M. Eric. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À mon tour aussi, je tiens à remercier l'Institut Amadeus pour m'avoir associé à ce panel extrêmement important et challengeant.
Alors, pour Kouzumar, comme vous le savez, c'est une entreprise agroalimentaire marocaine qui va bientôt fêter son 85e anniversaire. Et la question de la sécurité alimentaire a besoin, en plus des caractéristiques et des possibilités naturelles, de l'investissement. Alors là, je voudrais distinguer entre deux types d'investissement. Vous avez l'investissement d'infrastructure qui est extrêmement important, et là, c'est le rôle des pouvoirs publics et qui doit être planifié, implémenté de manière intelligente et cohérente par rapport à l'aménagement du territoire. Et le deuxième type d'investissement, c'est tout ce qui est relatif à la transformation et à l'animation de la chaîne de valeur depuis la partie production agricole, sa logistique, mais aussi sa production. Et dans ce cadre-là, on peut donner juste un petit exemple sur le cas de notre pays. Au cours du dernier siècle, il y avait un plan extrêmement important qui a été conduit par notre pays, qui est la politique des barrages, qui a mis en place des infrastructures très importantes qui permettent de diminuer la dépendance de notre pays de la pluviométrie, puisqu'on est un pays pratiquement semi-aride. Mais à côté des barrages, il y avait de l'infrastructure d'irrigation. Et aussi, l'État avait même commencé à mettre en place des installations, des usines de transformation de certains produits agricoles. Le deuxième point fort qu'il faut peut-être souligner, c'est la gouvernance et la manière de gérer les acteurs et les intervenants dans la question alimentaire. Et là, je cite le plan Maroc Vert, qui a été initié par notre pays en 2008, et qui est un plan stratégique à moyen et à long terme, et qui est extrêmement important, parce qu'il a mis l'agriculture en avant, non seulement pour les questions de production, de sécurité alimentaire, mais aussi comme une source de croissance économique. Et l'entreprise que j'ai l'honneur d'animer et de diriger s'inscrit parfaitement dans cet ensemble-là, puisque nous avons des contrats-programmes qui ont été signés dans le cadre de ce plan Maroc Vert, et nous avons aussi mis en place un écosystème avec des organisations qui représentent les 80 000 agriculteurs qui opèrent avec nous, et aussi les autres parties prenantes qui interviennent sur pas moins de 5 régions dans le pays, dans la partie irriguée. Alors, le secteur dans lequel j'évolue, c'est le secteur sucrier. Il a aussi une autre particularité. Il est quelque part une sorte de colonne vertébrale, un pivot par rapport à d'autres productions agricoles. La majorité des agriculteurs qui ont des petites exploitations qui fonctionnent avec nous et qui représentent plus de 80% des producteurs sont non seulement des sucriers, mais sont aussi des producteurs de lait, des producteurs de viande, des céréaliers, des gens qui produisent aussi le maraîchage. Et vous avez un écosystème qui participe à la génération de revenus pour ces agriculteurs, mais en même temps qui contribue à la sécurité alimentaire de notre pays. Merci beaucoup, M. Fricret, pour cette présentation. Dernier intervenant pour ce premier tour de table, si je puis m'exprimer ainsi. M. Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, de par votre expérience, vous avez participé à de nombreux sommets internationaux, ces questions de sécurité alimentaire et d'enjeux agricoles, comme on l'a dit, c'est pas neuf. Donc vous avez aussi vu cette transformation se mettre en place. Aujourd'hui, de cette expérience, quelles leçons avez-vous tirées? Partagez-les avec nous. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs, mon cher ami Ibrahim Fassi Firi, et surtout l'opportunité, le fait qu'ils ont pensé, et je crois qu'ils ont réussi à présenter la sécurité alimentaire comme un des grands enjeux de ce nouveau siècle. Je crois que vous l'avez dit, monsieur le modérateur, au début de votre présentation. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement une question des agriculteurs, ce n'est pas une question seulement de la société civile, ce n'est pas une question du secteur privé, ce n'est pas une question d'une organisation spécialisée des Nations Unies. C'est une question vitale de l'intérêt général de la communauté internationale. Et le fait qu'il soit aujourd'hui ici, Meddays a commencé pour parler des questions politiques, les questions qui intéressent la globalisation, les grands enjeux stratégiques, et
tout d'un coup, depuis quelques années, depuis cette année 2007 que vous avez mentionné, la flambée des prix, la crise alimentaire, tout d'un coup, on a découvert la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, maintenant, fait partie de l'agenda de G20 comme un élément vital. Alors, vous me demandez quelle est mon expérience, surtout mon témoignage plutôt que l'expérience. C'est qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser pour changer la donne et la tendance que, malheureusement, reste toujours présente dans le monde, dans la communauté internationale. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, au moment où on parle, en 2013 encore, c'est presque 1 milliard de personnes. Bon, la FAO va nous dire que 825, on a baissé un petit peu, non? Bon, il y a 100 millions de moins d'affamés dans le monde. Bon, très bien, bravo. Mais ça reste encore presque 900 millions de personnes qui ont faim dans le monde. Et en même temps, il y a des gens qui se plaignent, les jeunes agriculteurs européens ou les jeunes agriculteurs ou vieux agriculteurs chinois. Il y a la société civile qui ne comprenne pas. Je vous félicite comme modérateur que vous avez apporté ici dans le panel tous les secteurs. Le politique, c'est moi, l'organisation internationale, la société civile, le privé et les gens qui ont vraiment un élément à apporter à trouver une solution. Et cette solution ne peut pas venir si on ne comprend pas l'enjeu. Et les études qu'on vient de faire, aussi bien l'Institut technologique de Massachusetts ou le Collège de la Nouvelle-Angleterre, ils ont démontré que si on croise les crises alimentaires, les crises de famine avec les crises politiques, on les trouve toujours dans le rendez-vous. Quand il y a un problème de mettre de la faim, quand il y a un problème de manque de denrées alimentaires, après on a des crises sociales et des crises politiques dans un sens dénominé printemps arabe. Il y a eu aussi des éléments qui ont participé. C'est-à-dire, pour moi, c'est un enjeu majeur. C'est la nouvelle donne de l'agenda international du XXe siècle. Et malheureusement, même si on a beaucoup de déclarations, beaucoup de sommets, beaucoup d'interventions, beaucoup de demandes de nouvelles révolutions vertes, il y a un manque de direction et d'engagement politique au plus haut sommet pour qu'après, chacun d'entre nous ici, représentant chaque secteur, puisse prendre des dispositions. Le politique doit mener la donne, mais après, chacun de ceux qui ont participé ici dans cette première introduction doivent suivre, mais encadrés dans une stratégie globale qui puisse donner des solutions. S'il n'y a pas cet engagement politique, s'il n'y a pas cette volonté vraiment de faire de la sécurité alimentaire l'élément essentiel, ou un des plus essentiels de l'agenda international, je crois qu'on va continuer à tourner et on partira de la révolution verte, doublement verte, triplement verte, on trouvera des mots vert, jaune, tout ce que vous voudrez, mais les gens continueront à mourir de faim, chose qui est inacceptable en 2013. Merci beaucoup, M. Moratinos. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez précisé donc, les enjeux, dire que c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Hein. À l'époque de la mondialisation, tout le monde est concerné et il faut qu'on sera sauvés ensemble ou alors on se perdra tous ensemble. Donc il faut une certaine solidarité. On a compris le pourquoi de l'enjeu de la révolution verte. Pourquoi faut-il faire une révolution verte? Tous les intervenants viennent de l'expliquer, chacun à leur niveau. Maintenant, on va essayer de tenter de comprendre le comment le faire. Si on sait pourquoi il faut le faire, après, peut-être que les solutions peuvent varier d'une personne à l'autre. Ça devient un enjeu à la fois technique, économique, mais aussi politique. C'est une question de choix. Et alors, on va de nouveau, chacun à votre niveau, essayer de nous expliquer comment vous pensez que cette révolution verte devrait être mise en place. Je commencerai par vous, M. Bassé, parce que vous l'avez souligné. Vous avez dit, ça passe par d'abord l'impératif de la souveraineté alimentaire des pays africains. Vous avez dit, on a raté le premier train de la révolution verte et il ne faudrait pas rater le second, mais avant de sauter dans ce train, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. Alors comment, selon votre point de vue, l'Afrique devrait-elle
prendre ce train de la révolution verte? Thank you very much. I don't think we need to catch any train at all. We just need to produce sufficient food for our people, and when we've met local needs, then we export the balance. Now, the challenge we're facing right now is that the narrative about food situation in Africa is essentially not being told by the people who are living in Africa, by Africans. The narrative is being built for us, and we want to tell our story and our experience. Now, one of the big pictures of Africa is if you want to know, if you want a photograph of a hungry person in the world, you get a picture of an African child with an empty bowl. Now, that was used as a reason to force Africans to accept genetically engineered crops, which has not worked very well. So far, only a few African countries are accepting those kind of crops, which are alien to our environment and which have risks that are not being sufficiently studied and understood, and which would not fit the African model of agriculture. Secondly, now we are told that Africans are not only hungry, but Africans are malnourished. And so you have the Nutrition Alliance. And the whole idea is to genetically engineer some crops for enhanced levels of vitamin A, so that Africans don't go blind and so that Africans are not malnourished. All these are commercial ideas for commercial interest, and Africa is the guinea pig. Now, the solution for Africa has been clearly studied and presented. In 2008, there was a study called the International Assessment of Agricultural Science, Knowledge and Technology for Development, IAASTD, which was issued in 2008 in Johannesburg, with over 400 scientists and development experts from around the world, paid for by the World Bank and international agencies. And the conclusion was that the future of feeding, of food production in the world, not just Africa, is the small-scale farmers. But you see, whenever we go to international meetings and so on, the small-scale farmers are ignored. And the emphasis is always on the big-scale farmers. And few of them are controlling the seeds in the world. And once a continent or a country loses control of its own seeds, then that continent is finished. So the struggle of small-scale farmers in Africa is to secure our seeds, save our seeds from contamination, and so secure our diversity. If that is lost, we've lost everything. And what is needed, again, to support this, as was mentioned, is to provide infrastructure. Our farmers need infrastructure. They need rural road access. They need irrigation. They need the things that will support production. We cannot go the way of large-scale farming in Africa. It would throw 80% of the workforce out of work and colonize our land and encourage the kind of land grabbing that we're seeing, which is actually right now not for production of food for Africa, but for export. Merci. Donc, restons sur cette question. Hein. Vous parlez d'une solution qui passe par le renforcement, si on peut dire, des capacités des petits fermiers, s'appuyer sur cette force de travail qui représente, c'est vrai, la majorité de la population active sur le continent africain, et que ces grands groupes agro-industriels sont plutôt destructeurs. Je me tourne vers M. Poirier. Est-ce qu'en Europe, il y a eu aussi toute cette discussion par rapport à la politique agricole commune et qu'elle favorise plus les grandes exploitations plutôt que les petits fermiers. Est-ce que vous partagez le point de vue de M. Bassé sur le fait que, je résume, small is beautiful. Il faut revenir aux petites exploitations, quitte à les agglomérer et à les fédérer pour pouvoir relever ces défis dont nous parlons ici? Alors, par rapport à Small is Beautiful, je ne suis pas sûr. Enfin, je crois que c'est une politique générale en ce moment où le petit est mignon, en fait. C'est un petit peu la tendance aujourd'hui. Je crois que surtout, il faut en revenir que l'exploitation agricole est une unité économique. Et après, ceci, peu importe la taille, ou en tout cas, il faut qu'elle reste économique. Et alors petit, pourquoi pas, si c'est économiquement viable et que ça permet de faire vivre une famille,
moi, je suis complètement... La taille, en fait, m'importe peu. Elle dépend d'une zone pédoclimatique, etc., d'habitude. En tout cas, la taille m'importe peu. Par contre, on a l'année prochaine, justement, au niveau de l'ONU, l'année internationale de l'agriculture familiale. Donc, qui est bien un modèle aujourd'hui qui est défendu au niveau international, qui va être mis en place, en tout cas, qui va être célébré aussi en Europe, en France, bien sûr, aussi, pour justement promouvoir aussi ces exploitations-là. Sur le modèle, en fait, où je voudrais arriver, où on puisse faire, au moins avoir les mains libres sur une direction de l'agriculture, c'est pourquoi il y a eu autant de problèmes, à la limite, aussi en Afrique. Je ne suis pas un expert du tout sur la production et les productivités africaines, mais je crois que la sécurité alimentaire, c'est déjà aussi de produire les besoins nécessaires à un pays, et que la volonté exportatrice ne soit pas forcément l'idée de la production agricole d'un pays. Je veux l'entendre par ceci, c'est est-ce que l'agriculture doit être encore une monnaie d'échange dans les accords de l'OMC? C'est une question assez fondamentale, puisque ça a été souvent c'est un des facteurs qui a pu détruire aussi les agricultures, peut-être vivrières, et que je peux défendre aussi par rapport à l'intérêt écologique en plus qu'apportent ces types d'exploitation. Mais en tout cas, au moins, c'est déjà de retourner à nourrir, puisque produire des denrées que l'on ne consomme pas dans son pays, quel intérêt dans un premier temps, quand on parle de sécurité alimentaire? Et c'est dans ce biais-là où je serais plus allé. Et c'est vrai que nous, ce que l'on veut au niveau européen, puisqu'il y a aussi... alors vous avez les pays de l'Ouest qui sont, on va dire, plutôt développés, avec des schémas assumés aussi pour certains pays, notamment l'Allemagne, on pourra en revenir plus tard sur les énergies vertes, justement, et aussi des pays qui viennent d'entrer dans l'Union européenne. On pourrait parler de la Roumanie aussi, qui a un schéma assez compliqué, et aujourd'hui, où même des investisseurs viennent dans ces pays, mais ne développent pas forcément l'agriculture, et notamment l'agriculture familiale. Donc on peut se retrouver, bien entendu, sur ces discussions, mais quel intérêt pour la société civile, quel intérêt pour le pays, justement, parce que ces terres soient par des investisseurs, quelle fonction a l'agriculteur aussi dans la société? Parce que c'est ce qu'on essaye de défendre. Alors là, je vais parler beaucoup plus un petit peu de ce qui se passe en France, mais quel est l'intérêt d'agriculteurs nombreux, puisque c'est une chose que l'on désire avoir, c'est bien sûr d'avoir un tissu social partout sur les territoires, ne plus avoir de zones où il n'y a personne, c'est-à-dire que les agriculteurs, si en plus ce sont des jeunes que nous défendons, attirent des familles, ils vont développer les écoles partout, ce sont des économies locales qui sont développées. Enfin, pour moi, c'est un sens. On revient un peu en arrière. Enfin, je ne suis pas contre l'exode rural, mais l'exode urbain ne serait peut-être pas non plus très bon. Mais en tout cas, il faut retrouver un sens, et que la campagne est vraiment l'égale de la ville, en tout cas est en concordance. Donc il faut aller sur des schémas beaucoup plus responsables, et en tout cas envie de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Amrouk, je me tourne vers vous. Dans ce schéma, justement, présenté à la fois par M. Basset et puis par M. Poirier, qui vient de nuancer cela, est-ce que pour que l'Afrique puisse récupérer, se réapproprier sa souveraineté alimentaire, est-ce que vous avez des modèles, par exemple, des modèles d'analyse, puisque c'est votre métier, au niveau de la viabilité de ce que vous avez dit, une unité économique qui est l'agriculteur, qui est le fermier ou autre, ou l'éleveur? Est-ce que la taille joue? La taille est-elle importante? Merci de la question. Je rejoins tout à fait ce que Laurent a dit. En fait, être petit ne doit pas être un but en soi. C'est peut-être une solution, mais ce n'est pas un but en soi. Les petits producteurs, que ce soit les petits producteurs du Maroc ou du reste de l'Afrique ou en Asie, ou en Amérique latine, et même au Brésil, il y a des petits producteurs aussi. Eh bien, leur but, c'est de survivre, d'être une unité économique qui est rentable. Alors, comment réussir? Si c'était simple, on le ferait, mais ce n'est pas. Il y a plusieurs dimensions qui interviennent. Tout d'abord, on a vu, d'après les études, que les contraintes que doivent surmonter les petits producteurs
commencent d'abord par avoir un accès au marché pour pouvoir vendre leurs produits. Il y a des petits producteurs qui n'ont pas accès à des marchés qui sont transparents et justes. D'abord, il faut régler ça. Ensuite, il y a beaucoup de producteurs, de petits producteurs notamment, qui n'ont pas accès au marché des intrants. Vous prenez un exemple, juste pour vous donner l'ordre d'idée. En Afrique, les petits producteurs, en moyenne, utilisent 8 kilos d'engrais par hectare. C'est seulement 10% de la moyenne mondiale. Donc voilà, il y a vraiment un grand gap là qu'il faut remplir. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller à fond engrais, mais il y a au moins un espace à remplir. Donc, accès au marché pour vendre leurs produits, accès au marché des intrants pour pouvoir utiliser les technologies, les intrants, pour pouvoir améliorer la productivité, aussi accès au crédit. Vous parlerez à n'importe quel petit producteur, il vous dira que l'accès au crédit n'est pas chose simple. Les banques demandent énormément. Ensuite, j'ajouterai à ce lot accès aux outils de gestion de risque, etc., etc. Donc il y a une longue liste de contraintes que le producteur doit surmonter. Mais une fois qu'on a résolu tous ces facteurs-là, eh bien là, la solution, elle se voit en elle-même. Est-ce que c'est un petit fermier, un grand fermier, un fermier de grande taille, etc. Donc, il faut avoir en tête que être petit n'est pas une solution en soi, mais plutôt, ou un but, pardon, en soi, mais plutôt, ça peut être une solution. Alors, la question, je reste avec vous, la question c'est de savoir comment, si on crée des grandes entités agro-industrielles, on risque de tuer, c'est ce que disait M. Basset, le petit fermier. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'ils sont répartis dans des petites entités, ça absorbe à peu près, comme je disais, entre 70 et 80% de la population active dans les pays africains. Donc il y a aussi un enjeu social, non seulement l'enjeu économique, mais l'enjeu social aussi. Non, mais on a vu des modèles où les petits producteurs sont parfaitement intégrés avec les grands producteurs. Ça dépend du modèle que vous mettez en place. Les chaînes de filières, l'agriculture française a été très, très forte dans ce domaine en créant des chaînes, des filières qui permettent aux petits producteurs d'intégrer dans un système où vous avez un leader, un grand producteur, et puis l'expérience de Cosumar, M. Figlad nous parlera certainement, où vous avez une grande entreprise qui génère une source de marché pour les petits producteurs, etc. Et c'est un modèle qui marche. Donc il faudrait un modèle, et d'ailleurs Cosumar a été récompensé pour son modèle. Donc je ne dis pas que petits producteurs et grands producteurs ne vont pas ensemble, pas du tout. Il faut chercher un modèle, un système où vous avez ces deux grandes entités qui vivent ensemble et qui produisent de la richesse pour le monde rural où ils sont situés et pour le pays en général. C'est possible. Mais bien évidemment, vous avez aussi des situations où il faut faire attention, où le petit producteur, en effet, peine et souffre de la présence de grands producteurs. Mais ça dépend du modèle, encore une fois. Merci. Alors, je me tourne justement vers vous, M. Fikrat. Vous avez résolu cette équation, vous, et Cosumar peut être un modèle efficace d'agencement, si je peux dire, de ce débat entre petits et grands producteurs? Merci. Si vous le permettez, je vais revenir un petit peu en arrière en parlant plus du plan Maroc Vert. En fait, dans le plan Maroc Vert, vous avez deux grands piliers. Il y a un pilier qui est destiné aux investisseurs de taille industrielle, mais dans l'agroalimentaire de manière générale. Et vous avez un pilier qui s'adresse aux petites exploitations gérées par des agriculteurs qui ont des moyens très limités. Alors, je laisse de côté le premier pilier, je m'intéresse plus au deuxième pilier. Et la créativité qui a été faite dans le plan Maroc Vert marocain, c'est de mettre en avant la notion d'agrégateur, c'est-à-dire considérer l'entreprise qui transforme ou qui assure la logistique ou la commercialisation comme un agrégateur qui permet aux petits agriculteurs d'accéder aux intrants, d'accéder à la technologie, d'accéder au marché et organiser la chaîne de valeur pour qu'ils ne soient pas lésés.
Et je pense que le modèle d'agrégateur que nous avons, COSUMAR est aussi un modèle d'agrégateur, comme l'a rappelé Simamoun. La FAO nous a décerné la médaille d'agrégateur en 2009. Est une réponse. Et en même temps, je voudrais souligner un autre point, c'est que dans la transformation des produits agricoles pour arriver dans l'assiette du consommateur final, c'est une opération qui n'est pas simple. Vous avez la logistique qui est compliquée, vous avez la transformation, ce qui nécessite forcément de l'investissement, donc des acteurs privés. Maintenant, si on revient aux petits agriculteurs, c'est des micro-entreprises. Et ces micro-entreprises sont exposées, comme n'importe quel acteur, opérateur économique, à deux éléments très variables. Vous avez la volatilité qui peut être générée par le marché, les prix, et vous avez aussi les aléas qui peuvent provenir de la nature. Parce que quand vous êtes agriculteur, vous êtes en contact avec le sol, l'eau, etc., même les problèmes de maladies qui peuvent arriver au niveau des plantes ou du cheptel. Donc vous êtes exposé sur les deux plans. Et là, on doit interpeller d'un côté l'État, les grands groupes agro-industriels, mais aussi le monde associatif des agriculteurs eux-mêmes. Et l'État doit intervenir au niveau de tout ce qui est réglementaire. Il doit mettre en place des règlements qui permettent de lisser les grandes fluctuations et la volatilité du marché, des prix, on le sent, vous souvenez-vous de 2008, de 2009, etc. Et en même temps, doit aussi mettre en place des mécanismes en concertation avec les associations des agriculteurs pour mettre en place des assurances ou des mécanismes de solidarité pour dédommager, dans le cas où il y a des aléas naturels, les petits agriculteurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Moratinos, de modèle, vous avez dit vous-même, vous assumez cette position du politique, hein, ici dans notre panel, dans cette question du modèle à suivre pour cette révolution verte que l'on attend, révolution verte qu'on voudrait pour l'Afrique. Monsieur Poirier a souligné un point important, il a dit peut-être faudrait-il penser à extraire le secteur agricole ou la question alimentaire des relations commerciales mondiales telles qu'elles sont régies aujourd'hui, c'est-à-dire de l'OMC. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce important? Vous avez posé surtout là, au début, quelles sont les possibilités de réponse et de solutions. Moi, je les vois à 3 niveaux. Je reviendrai sur votre dernière question, mais je crois que vous allez me permettre d'être un peu plus synthétique, voir ce que je considère la solution au problème de la faim, au problème de la révolution verte, etc. Il y a un niveau politique, national, régional, international. National, on a la chance d'être ici, d'être briefé par ce que le Maroc a fait en ce qui concerne le plan vert. C'est un succès. Ils ont intégré, ils ont fait une approche globale. Ils ont mis en place tout un certain système privé, public, infrastructure, investissement, nouvelles technologies, société civile, et ça donne des résultats. C'est un modèle qui pourrait être utile pour d'autres pays, surtout pour l'Afrique. Il y a le régional pour éviter les contradictions et trouver des synergies. Et il y a l'international, comme je vous le dis. Bon, l'international, à mon avis, reste encore très faible, même si la FAO, qui a été créée pour ça, en 1945, et qui a la responsabilité d'assumer le développement agricole et l'alimentation, et que moi j'y crois. Je crois que la FAO doit retrouver sa place et sa force au sein le système des Nations Unies, mais il faudrait un coup d'élan qui soit donné au plus haut niveau. Et moi j'imagine, comme on a parlé de sécurité alimentaire, on a parlé d'un enjeu vital pour les stabilités stratégiques des pays et nations de la communauté internationale, pourquoi pas, on ne pourrait pas imaginer qu'au sein du Conseil de sécurité, qui traite des aspects de sécurité, qui traite la crise syrienne, qui traite la crise du Mali, qui traite, pourquoi pas, un jour, les chefs d'État et de gouvernement vont convoquer une réunion ad hoc au sein du Conseil de sécurité pour traiter la sécurité alimentaire. Et moi, envoyer un message très fort.
Et moi, j'espère que Sa Majesté le roi Mohammed VI, quand il va parler avec Monsieur le Président des États-Unis, Obama, il puisse suggérer ça. Si les États-Unis et le Maroc convoquent une réunion au sein du Conseil de sécurité au plus haut niveau pour dire c'est une question que la communauté internationale doit résoudre, qu'on va mettre tout notre poids politique et stratégique pour résoudre, je vous assure qu'après les organisations régionales, internationales peuvent suivre. Mais le politique ne suffit pas, il faut le légal, il faut un cadre juridique qui soit obligatoire. Paradoxalement, la communauté internationale a avancé, on a même un protocole de Kyoto, bon, les changements climatiques, ils se réunissent tous les ans, il y a des engagements et les pays doivent accomplir ces engagements. En ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture, il n'y a aucun engagement. On laisse traîner. Il n'y a pas quelque chose, comme les Anglais disent, compulsory. Il faut avoir des politiques coercitives où ce que notre représentant ami de la FAO a dit, l'aide officielle de développement sur le secteur agricole est baissée, les investissements baissent, il n'y a pas un engagement, là, 0,7% du PIB de pays riches, maintenant c'est une utopie, personne n'y pense, on n'a pas d'argent, on est en crise financière, pourquoi faire l'effort? Bon, tout cela, il faut le mettre dans un traité et obliger les États membres à accomplir sa tâche d'éliminer la faim et faciliter le développement agricole dans le monde. Et troisièmement, il faut le financier, les ressources financières. Et je crois que là, il faut changer la paradoxe et l'attitude traditionnelle que c'est l'État. Non, il faut le privé. Il faut engager le privé. Il faut engager de nouveaux mécanismes innovateurs de financement. Il en existe. Nous sommes dans une crise fiscale totale. Je ne veux pas parler de la crise fiscale en France, non, de l'écotaxe, tout ça. Non, les gens ne veulent plus payer des impôts. Le poids du budget national est angoissant. Mais il faut trouver des mécanismes, de nouveaux mécanismes pour pouvoir financer les aides et les investissements dans des infrastructures. Comme le représentant Kosomar disait, il faut qu'on puisse avoir des ressources financières pour développer les nouvelles technologies. Et dans ce cadre, évidemment, on pourrait aborder chaque pays avec chaque modèle de façon de sortir. Mais si on n'a pas ce cadre global du politique, du légal et du financement, je vous assure qu'on pourrait trouver des exemples très réussis, comme celui du cas du Maroc, mais qui devraient profiter à d'autres pays et surtout au continent africain. Le continent africain, doit être notre grand sujet d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est à superficie, c'est lui qui peut donner des ressources suffisantes au point de vue alimentaire, c'est la situation réelle au point de vue social et démographique. Le continent africain, ça doit être notre priorité maximale. Et pour cela, le Maroc est très bien placé pour être un peu l'avant-garde, la porte d'entrée de aide, de solidarité avec d'autres pays européens et occidentaux pour ensemble aider et soutenir les efforts des pays africains. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Monsieur Bassé. Après votre intervention précédente, où vous disiez que pour se réapproprier cette souveraineté alimentaire, il faut favoriser et promouvoir les petits agriculteurs. Vous avez entendu les réponses des différents intervenants. Est-ce que vous avez envie de compléter quelque chose? Vous avez été convaincu? Vous avez un argument de plus à faire valoir? I'm absolutely convinced that the future of food in the world is in the hands of small-scale farmers. Big-scale farming is complicating the problems of food production in the world, damaging soils by depending on chemicals, and, of course, also contributing heavily to global warming, whereas small-scale farming is cooling the planet. And so we need to support what will sustain the future and not just what brings in profit right now. You know, if you look at food, is actually not just a cultural problem issue, it's also a political issue.
And if you look at the political matrix that's driving food production in the world today, we find a lot of things that needs to be addressed. Now, the so-called Green Revolution, New Green Revolution for Africa is driven by the Alliance for Green Revolution for Africa, sponsored by Bill Gates Foundation and Rockefeller Foundation, now known as AGRA. Now, AGRA has attempted as much as possible to say that where they're not going to bring in chemical farming and genetically engineered crops, but they've not been successful because as long as AGRA is sponsored by, has a heavy influence from an agribusiness like Monsanto, there's no way that they're going to do anything that is remotely connected to organic or environment-friendly production. And so this needs to be addressed in Africa for to draw up a policy and also support a policy, not just draw it up, that supports the farming system that is best suited for the environment, best suited for the culture, and best suited for the terrain of the continent. We're seeing a situation where there's a very strong push to weaken laws that protect the environment in Africa. African countries are being pushed to develop very weak biosafety laws, where the precautionary principle, which should be a global principle in terms of biodiversity conservation, is being overlooked in many places. And this will not help the future of food production. When we look at the overall statistics, 900 to 1 billion people go to bed hungry every day. About the same amount or number of people are also overweight in the world, obese in the world, which means that it's not just the absence of food that is the problem, it's the absence of appropriate food. And this is a global problem, not just a problem for Africa. People are eating more because of what the color of the food looks like, the lighting in the restaurant, the fast food. A lot of people are eating junk food. We need to go back to eating wholesome food. And this is not produced necessarily industrially. Mais en même temps, j'entends bien ce que vous dites, mais M. Amrouk nous a bien rappelé que si on a aujourd'hui ce problème de la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire en tant que telle, c'est parce que dans les années précédentes, on a très peu investi dans l'agriculture, notamment en Afrique, à cause des mines, la flambée des mines et la flambée du pétrole. Est-ce que vous ne pensez pas que les investisseurs, notamment investisseurs étrangers ou nationaux, sont aussi utiles pour pouvoir justement rehausser cette production, augmenter le niveau, mais aussi la productivité des agriculteurs africains? Monsieur Bassé, je m'adresse à vous. Well, the issue of mining really brings to mind what is going on in my own country, Nigeria. The major challenge we have in Nigeria, especially in the southern part of the country, is oil production. And oil production is destroying livelihoods by polluting the rivers, the creeks. In some communities like Ogoniland, according to United Nations Environment Program assessment, all the water bodies are polluted with levels of hydrocarbons that are not acceptable, some with cancer-causing agents. So you destroy the economy, destroy the fisheries, and then you destroy also the land through pollution. The agriculture cannot thrive in a place like that. We have also issues in a place like Ghana. Fisheries brings in about $1 billion every year. And now offshore oil extraction is causing problems for fisheries in Ghana. Within the last 1 year, up to 15 whales, these big marine mammals, have died and washed onshore. Now, when you have so many whales dying from oil exploration activities, that clearly shows that the fisheries is being heavily challenged. Because agriculture is not just about growing crops in the land. It's all about fishing, about pastoralists. Pastoralists are being displaced in many places like Nigeria because of desertification. Around Lake Chad area, those who were keeping their cattle around those areas, they're now having to be displaced and moved southwards, and there's conflict with other farmers, which sometimes is presented in international press as religious conflict, whereas they're just climate change conflict, they're agricultural conflict. So we need to, each country, each region needs to look at what is best for them. If Europe feels that industrial agriculture, large-scale farming is the best, that is okay. But if
is otherwise for another region, that should also be supported according to what suits the model. And small-scale farming is popular around the whole world, both in the rural centers and also in urban centers. I know there are movements in the U.S. where people are growing crops at the top of their top roofs of their buildings, on the windowsills, and all this add up to making food available for people, the kind of food that people want. Monsieur Poirier, vous avez envie de réagir. Je sens que vous n'êtes pas d'accord. Oui, non, j'avais envie de réagir. Juste une parenthèse, parce que ce n'était pas le débat de la petite exploitation, mais on a une définition en France sur l'exploitation familiale, en tout cas, c'est viable, vivable et transmissible. Viable, pouvoir vivre de son métier, vivable, avoir un peu de temps pour s'occuper de sa famille, ou en tout cas d'avoir des loisirs, et transmissible, c'est qu'à la fin de sa carrière, on puisse la retransmettre à un nouvel agriculteur. Donc voilà, c'est ça l'exploitation familiale et le cadre que l'on a. Petite, il n'y a pas de taille dans cette définition. Par contre, là, je voulais absolument réagir parce que je crois qu'on a vraiment touché le fond du problème aujourd'hui sur les enjeux qui viennent. Vous nous avez dit hier, quand on s'est rencontrés, qu'il ne fallait pas avoir de langue de bois. C'est pas mon habitude, donc j'irai. Et je crois que là, sur la crise politique, on est en plein dedans. J'ai bien écouté, excusez-moi, monsieur le ministre, mais en tout cas... Si politiquement les politiques ne peuvent plus créer de cadres juridiques, de cadres politiques et de cadres techniques, à quoi sert le politique? Aujourd'hui, malheureusement, si la politique ne peut plus rien résoudre, forcément on est obligé, en tout cas, de se retourner vers des solutions privées telles qu'elle nous est présentée au Maroc avec ses vertus. Et je crois que la politique, c'était... le sens du bien commun, en tout cas de participer à l'ensemble des concitoyens, en tout cas. Et je crois que si on n'arrive pas justement à avoir un cadre politique, et en tout cas d'avoir des politiques qui ont envie de réformer quelque chose, on n'arrivera toujours à rien. Et c'est, excusez-moi par rapport à votre réponse, monsieur le ministre, par rapport à l'OMC qui n'a pas été une réponse du tout, en tout cas, et que le politique ne peut plus rien aujourd'hui, force est de se constater qu'on est obligé de se retourner vers le privé. Par contre, il faudra bien se poser une question dans le futur, ce sera la prochaine question dans 20, 30, 40 ans, c'est de la répartition de la richesse par rapport à ces politiques privées. Et donc, on se posera encore une nouvelle question. Mais aujourd'hui, si on n'a toujours pas de solution politique, ou si bien sûr la géopolitique compte bien plus que l'enjeu alimentaire, on n'arrivera à rien et on ne fera toujours rien. Enfin, je suis vraiment outré d'entendre ça parce que on sent qu'on a envie de bouger et on a envie on a des propositions à faire aux politiques. C'est ça notre outil. Nous sommes un organisme de lobbying à Bruxelles, mais de faire bouger les lignes. Je crois que l'ensemble de la société civile, l'ensemble des agriculteurs et tout le monde ont envie de faire bouger notre pays. Nos pays, en tout cas, que ce soit les pays africains ou les pays européens ou partout dans le monde. Mais en tout cas, si on n'a non plus des politiques qui ne prennent plus les responsabilités d'actes politiques, on n'y arrivera à rien. Merci. Vous voulez répondre, M. Moratinos? Oui. Moi, je crois que je me suis mal expliqué, vous n'avez rien compris. Parce que ce que je dis, c'est qu'il faut de la politique. Je ne fais pas un renonce de la politique. D'ailleurs, le plan vert du Maroc existe, marche. C'est une réussite parce qu'il y a eu une décision politique. Et il y a une volonté politique. Ce que je réclame, c'est que les hommes politiques prennent ses responsabilités. Et dans un système démocratique, quand les hommes politiques ne font pas leur travail, il faut les changer. Il faut trouver de nouveaux responsables pour prendre des engagements. Et maintenant, malheureusement, au sein de la communauté internationale, on n'a pas, à mon avis, avec tous mes respects aux représentants politiques de grandes organisations internationales, il y a un manque de leadership qui empêche de prendre les grandes décisions et la valeur de prendre des décisions qui vont changer le monde. Et c'est ce que je réclame. Et après, il faut engager tout le monde. Mais vous pouvez retourner au privé, mais sans le politique qui mettre le cadre juridique, étatique, de liberté de marché, le privé pourra faire 1000 choses, mais il ne pourra pas réussir complètement. C'est fini ce jeu pervers, les hommes politiques ne font pas, ils sont incapables. Non,
il faut, et le politique, non, le secteur privé ne marche pas, non. Aujourd'hui, on est tous obligés à travailler ensemble, à changer les donnes, à commencer à travailler avec un partenariat public-privé de plus en plus élaboré, mais avoir une stratégie. Et la stratégie doit se faire au niveau politique. C'est ça la politique. La politique, c'est pas être représentant, c'est avoir une vision, avoir un horizon, avoir une stratégie, et que les représentants et que les représentés soient d'accord avec ça. Si on n'a pas ça, ce qu'on fait, on tourne en rond et finalement, on n'arrive pas à résoudre le problème. Je ne crois pas qu'on n'est pas en contradiction avec ce que vous avez dit, et c'est pour ça que je voulais vous expliquer. J'ai absolument la même opinion que vous. Il faut que les hommes politiques prennent leurs décisions. Il faut que les hommes politiques s'engagent. Il faut que les hommes politiques prennent avec courage des politiques qui mènent à mettre fin à la faim dans le monde. C'est inacceptable qu'en 2013, on continue à avoir 900 millions de personnes qui soient affamées. Inacceptable. Inacceptable. Tout homme politique qui se regarde au miroir tous les matins en se levant, il ne peut pas se raser aux yeux en regardant qu'il y a 900 millions de personnes qui meurent presque de faim dans le monde. Et nous, on continue à parler de la possibilité de gérer le monde, la globalisation, etc. C'est inacceptable et c'est la faute aux hommes politiques. Mais c'est pour cela qu'il faut les changer et dans une démocratie, il y a des élections, il faut les changer. Monsieur Fikret, vous voulez intervenir? Je voudrais intervenir juste pour attirer l'attention sur un point, c'est que les pays, surtout les pays occidentaux qui ont réussi à construire une agriculture qui est même excédentaire, mais aussi ils ont vécu des expériences et il y a des leçons à en tirer. Et je pense que c'est une grande chance pour l'Afrique. D'un autre point de vue, l'Afrique doit obligatoirement passer par l'intensification, par l'investissement, par l'appel à des acteurs agro-industriels, que ce soit privé, public, semi-public, mais on doit passer par là. Maintenant, ce qui nous réconforte ou qui peut nous donner un peu plus d'optimisme, c'est que l'expérience des pays développés a fait que vous avez, je rappelle juste deux mécanismes. Quand vous voulez faire un investissement, les institutions financières et même les banques nationales passent par ce qu'on appelle l'étude d'impact. Donc vous avez là quelque part un garde-fou. Et d'un autre côté, vous avez le concept de la responsabilité sociale et du développement durable qui s'est développé fortement. Et là, c'est le rôle de la société civile. Donc avec les deux garde-fous, on peut faire des investissements à grande échelle pour ne pas tomber dans les dérapages qui sont arrivés dans certains pays. Sur un autre plan, il y a la notion de partenariat public-privé. C'est aussi un outil que notre pays a commencé à mettre en œuvre, même dans le domaine de l'infrastructure. Il faut savoir que dans notre pays, il y a quelques sociétés qui se sont lancées dans l'investissement très lourd de l'irrigation. Mais là, il y a toujours une régulation à mettre en place par le pouvoir public, mais aussi une organisation côté professionnel, côté agriculteur. Et je pense avec ce type de schéma, partenariat public-privé, on peut mieux affronter les besoins et les attentes fortes de lourds investissements dans l'infrastructure et qui a un lien fort avec la sécurité alimentaire. Très bien. Je me tourne vers vous. Vous voulez intervenir, M. Baruch? Mais j'avais aussi une question à vous poser, donc okay. Peut-être les deux ensemble. C'est pour passer à ce niveau, on l'a dit, hein, plusieurs intervenants l'ont rappelé, que c'est au niveau supranational, au niveau de la communauté internationale, qu'il faut prendre la mesure de l'enjeu, avoir un engagement. Alors je reviens sur la question de l'OMC, parce que je pense que c'est aussi important. Et je voudrais que vous nous expliquiez en quoi le marché des produits alimentaires favorise-t-il la sécurité alimentaire ou bien est-il un obstacle à cette sécurité alimentaire? Parce qu'on a souvent dit que la crise, par exemple, de 2007, c'était l'effet des spéculateurs, en fait, sur les produits agricoles. Expliquez-nous, vous qui connaissez bien ce dossier. D'accord. D'abord, je voudrais revenir sur ce que M. Moratinos a mentionné, ainsi que Laurent. Les gouvernements, le rôle des gouvernements et des institutions internationales est important, strictement important. D'ailleurs, comme vous l'avez mentionné, la crise alimentaire ou l'augmentation des prix
de 2007 et 2008 et celle de 2010 et 2011 étaient dues à une non-coordination entre les pays, entre les gouvernements. C'est ce qui a causé l'augmentation brutale et brusque des prix. Ce n'est pas les fondamentaux dont j'ai parlé au début. Les fondamentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font augmenter les prix, mais d'une façon ralentie sur le long terme. Mais des hausses brutales et brusques, ça c'est le rôle, c'est les États qui font ça. Et d'ailleurs en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque beaucoup de gouvernements ont observé que les prix augmentaient d'une façon importante, certains ont commencé à introduire des mesures commerciales. L'Inde, par exemple, a banni l'export du riz. La Chine en fait de même. Plusieurs autres pays ont fait la même chose. L'Argentine également a banni les exportations de blé. Alors qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde impose des restrictions à l'exportation, les prix, bien évidemment, vont chuter, vont augmenter d'une façon très importante. Ça, c'est du côté des exportations. Mais aussi, il faut souligner le rôle et l'impact des subventions au niveau de l'importation. Il y a des pays, par exemple, qui ont vu l'augmentation des prix brutale, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, on va éliminer nos tarifs à l'importation. Donc vous avez une situation où il y a des pays qui ont décidé d'imposer des mesures au niveau de l'exportation et d'autres qui ont décidé de réduire leur importation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez les marchés se sont envolés. Et la communauté internationale a perdu sa confiance dans les marchés internationaux agricoles. D'où l'importance et le rôle fondamental des gouvernements. C'est important. Parce que si vous avez une augmentation brute des produits, eh bien, le petit producteur souffre, le privé souffre, tout le monde souffre. Donc c'est important à le souligner. Deuxième chose qui a favorisé l'augmentation des prix des produits agricoles d'une façon brutale, c'est bien évidemment les interventions financières qui ont été enregistrées au cours des 5-6 dernières années. Alors vous avez par exemple des investisseurs financiers qui ont investi énormément dans le marché agricole. Les investissements ou les marchés à court terme, disons, vers 2003, vous avez des investissements de l'ordre de 15 milliards de dollars en 2003 dans les marchés agricoles. En 2007, au milieu de 2008, en pleine crise alimentaire, ces investissements étaient de l'ordre de 200 milliards de dollars. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut regarder ça d'un peu près, il faut légiférer. Et pour légiférer au niveau international, il faut les gouvernements, la volonté des gouvernements. Encore une fois, l'importance, le rôle des gouvernements. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau international. Il faut un leadership, c'est évident, mais il faut essentiellement une coopération entre les pays. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le prisoner's dilemma. C'est ce game theory ou la théorie des jeux où vous ne savez pas qui va se lancer en premier. Donc la meilleure solution qui résulte d'un impact positif, c'est la coopération entre les pays membres de l'OMC, les pays membres de la FAO, une coopération qui va, à la fin, réussir à adopter des politiques qui vont stabiliser les prix et réassurer ceux qui participent au marché, les réassurer et leur rendre la confiance pour pouvoir participer encore une fois dans ces marchés. Donc, encore une fois, je voudrais souligner l'importance et le rôle fondamental des gouvernements dans la décision, dans la formulation des politiques agricoles internationales. Merci beaucoup. Bon, avant de dire au revoir à M. Moratinos, qui malheureusement doit nous quitter parce qu'il a d'autres engagements pressants, je voudrais lui redonner la parole une dernière fois, peut-être une ou deux recommandations. Justement, vous avez rappelé ce rôle du politique. Quelles recommandations vous donnerez à vos ex-collègues, ou en tout cas à ceux que vous avez côtoyés et qui sont encore aux affaires actuellement? Très très simple, non, c'est un engagement politique à tous les niveaux, au niveau
société civile. Je crois qu'aujourd'hui, la société civile a une responsabilité. Il faut mobiliser, maintenir la révolution verte, la lutte contre la faim comme un objet prioritaire. Ce qu'on doit mobiliser à chaque niveau national, la responsabilité des gouvernements, comme le disait notre collègue. Chaque pays doit avoir un plan national de sécurité alimentaire. Ça doit être quelque chose de constitutionnel. Nous, en Union européenne, maintenant, on a voté dans nos constitutions un 3% de déficit, de ne pas avoir un déficit. Pourquoi pas chaque État africain, dans sa responsabilité de donner des aliments à son peuple, prend la responsabilité constitutionnelle d'avoir un développement agricole et de déterminer 10% d'investissement dans le secteur agricole, c'est-à-dire un engagement politique. Et au niveau régional, que ce soit au sein de l'Union européenne, que ce soit au sein de la communauté internationale, des organisations existantes ou celles qui doivent renforcer le rôle essentiel de la FAO avec un appui du Conseil de sécurité, des États vraiment essentiels, du G20 et de la communauté internationale pour maintenir l'agenda prioritaire. Et troisièmement, je crois qu'il faut que finalement, ensemble, avec le privé, le secteur privé qui a la capacité, les nouvelles technologies, les nouvelles capacités d'innovation qui peuvent aider à trouver des solutions qui sont possibles à tous ces enjeux qui se présentent aujourd'hui devant nous et qui sont, à mon avis, vitales pour l'avenir de notre planète dans les prochaines décennies et années. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Boratinos, et merci d'avoir participé à ce panel. Merci. Merci. Voilà, on va poursuivre. Nous avons encore une demi-heure. On laissera une quinzaine de minutes pour des échanges avec le public. Allons maintenant dans une question cruciale que vous aviez évoquée d'ailleurs au début de votre intervention, M. Amrouk. C'est celle de la concurrence, si on peut dire, dans l'allocation des terres entre les biocarburants et l'agriculture en tant que telle. C'est une concurrence qui vient aussi de par le marché, en quelque sorte, vu qu'il y a une demande de plus en plus forte pour les biocarburants, qui vient aussi de cette volonté de lutter aussi contre le changement climatique. Et c'est là que j'ai l'impression que le serpent se mord la queue. On veut respecter plus l'environnement. Pour cela, on prône une agriculture plus rentable, plus écologique et plus sociale. Et puis, par ailleurs, on se rend compte qu'en allouant des terres à la production de biocarburants, on les retire à la production alimentaire, donc peut-être qu'on aggrave la question de la sécurité alimentaire. Ce n'est peut-être pas si simple. Dites-nous un petit peu comment cela se présente, et ensuite je vais faire réagir les autres panélistes. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une question simple, parce que c'est d'abord une question économique. L'unité de production, la décision, c'est d'être rentable. Donc si un producteur voit un producteur de canne à sucre ou voit qu'en vendant sa production un producteur de bioéthanol, c'est plus rentable, il va le faire. Donc c'est une question économique. Maintenant, nous à la FAO, ce que nous avons observé et ce que nous disons depuis le début de cette histoire, c'est que la survie des biocarburants en Europe et aux États-Unis, essentiellement, est due principalement à de larges subventions qui sont accordées par le gouvernement à l'industrie des biocarburants. Donc nous, on dit stop à ça, parce que ça déterre les marchés de leur équilibre naturel. Donc il y a beaucoup d'études qui ont montré que si vous enlevez ces subventions, eh bien, le biocarburant n'est pas aussi rentable qu'on peut imaginer. Maintenant, est-ce que le biocarburant, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Ça dépend du contexte. Au Brésil, par exemple, ça a donné de bons résultats.
parce qu'en général, la production de canne à sucre n'est pas en compétition avec d'autres produits comme le blé ou d'autres produits alimentaires. Donc, dans ce contexte-là, ça a donné des résultats positifs. Par contre, là où il y a des compétitions entre, disons, la canne à sucre, le maïs pour la production des biocarburants, et puis là, s'il y a une concurrence entre la sécurité alimentaire et les biocarburants, bien évidemment, là, on dit stop, ça ne va pas, parce que le principe économique va primer, et puis il y aura des conséquences graves. Et il est inacceptable que cela puisse aboutir à des conséquences comme augmenter la faim dans le monde. Ça, c'est inacceptable. Donc, nous, au niveau de la FAO, nous avons produit un certain nombre de packages pour les pays qui veulent adapter cette nouvelle industrie de biocarburants, et nous avons mis un certain nombre d'éléments à bien considérer avant d'investir dans les biocarburants, afin que cet investissement ne soit pas nuisible aux politiques de la sécurité alimentaire d'un pays spécifique. Mais nous avons une vision qui est claire. Si le développement des biocarburants nuit à la sécurité alimentaire, il est à bannir. Mais par contre, si cette industrie génère des revenus pour les petits producteurs, pour les grands producteurs, pour l'économie nationale, sans pour autant avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire, bien sûr, c'est un bon investissement à suivre. Merci. Monsieur Poirier. Oui, donc c'est l'ensemble des nouvelles technologies en fait où il faut faire un petit peu le tour en fait. Et c'est vrai que par rapport le procès des agrocarburants, où plus ou moins, il y a plusieurs termes qui avaient été imaginés justement par rapport à ça, a eu aussi des effets. Là, je vais parler pour des chiffres français que j'ai eu la semaine dernière sur un impact. Bon, la filière est un peu désorganisée aujourd'hui parce que justement l'impact après les manifs ou les grèves de la faim justement par rapport à 2007 a mis à mal aussi cette filière. À juste un mauvais titre, je ne suis pas capable de juger. Mais en tout cas, quand on disait que on produit pour faire du carburant, c'est plus ou moins vrai puisque il y a une partie triturée, donc qui permet de faire du carburant, et une partie, après, ce qu'on appelle des drèches, notamment pour le blé, pour faire de l'éthanol, est un composant protéine pour l'alimentation animale, qui a permis à la France de baisser sa dépendance en protéines végétales de 70% à 40%. Donc c'est bien avec l'éthanol. Donc se dire que c'est vraiment à la destruction pour des biocarburants, c'est plus ou moins vrai. C'est dans ce sens que je voulais intervenir. Après, on est encore une fois sur ce sujet de savoir quelle voie on veut tenir sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire, et qu'est-ce que l'agriculture aussi peut apporter en plus. Parce que si on parle de ça, on peut parler aussi de méthanisation et le modèle. Ce matin, on avait entendu une personne parler de l'Allemagne avec son besoin de sortir du nucléaire à l'horizon 2022, ou je crois que c'est ça, 2022. Leur modèle a été, ok, on va stopper, par contre, on est tous d'accord, on fait un pacte national et on va faire le développement des nouvelles technologies. Panneaux solaires, ça faisait déjà très longtemps qu'ils avaient quand même eu une politique sur l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, en grande partie, puisqu'il y en a une bonne partie à disposition. Et puis aussi sur ce qu'on appelle la méthanisation. Et aujourd'hui, la méthanisation fonctionne. Elle est très ancrée aussi dans le lien social, puisque fourniture d'eau chaude aux habitants locaux, donc qu'il y a un lien intéressant. Par contre, quel choix on fait sur quel sentiment on a sur l'ensilage de maïs, qui est également quand même des denrées pour l'alimentation humaine ou animale, mais plutôt animale. On va le mettre dans le méthaniseur pour faire de l'électricité, pour faire de l'eau chaude, et puis aussi, par contre, aussi de l'engrais un peu plus naturel qu'on va pouvoir répandre. Mais tout ça appartient quand même une grosse proportion de maïs ensilage, donc qui était à l'origine
de l'alimentation animale. Donc c'est exactement le même souci. Par contre, ça a été un pacte, c'était pour sortir du nucléaire. Donc je ne suis pas critique envers le choix qu'a fait l'Allemagne, mais en tout cas c'est un choix assumé. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des problématiques. Aujourd'hui, des groupes voudraient revenir en arrière, mais en tout cas, c'est ce genre d'initiative qui, pour moi, pourront emmener, en fait, c'est des choix politiques, c'est vraiment l'exemple du choix politique pour emmener une population vers un but. Et si le choix de la sécurité alimentaire est un but, faisons les démarches pour arriver à ça. Et sans dogmatisme, et juste, c'est ce qui caractérise quand même les Allemands, le pragmatisme. Merci. Monsieur Basset, peut-être que vous voulez réagir à ce qui a été dit avant, mais j'ai juste une question pour savoir, selon vous, l'équation donc, de faire une révolution verte qui soit à la fois rentable, écologique et sociale, est-elle possible à court terme en Afrique ? I don't know how to address that issue, but first of all, let me say that I would like us to consider, why are people hungry? Why does the food problem arise in the first place? Now, the food crisis of 2007, 2008 onward wasn't because it was not caused by farmers. It was caused by speculators, people who are trading these commodities, and those who were speculating about what will happen the following years, and those politicians who were working as already described. But we are looking for how to make food available to people. Now, if you look at a country like the United States, it's a rich country by some measure. When you take the poverty map within the rich country and the food deficit map also of the same country, they match very well. So that even within countries where there's a lot of food, surplus food being thrown away, you have people right there who don't have access to food. So why are people hungry? This is a critical thing that we need to examine. And it's a political thing. Because people are not hungry because there's no food. People are hungry because they don't have access to the food. And we have to be sure that people have access to food. Now, in Africa, sometimes you hear about food shortage in some countries. It's not that there's no food in that country. There could be food in the west of a country and a deficit in the eastern part of the country. Now, the issue is to move the food from the west to the east. But usually the prescription is to import food into Africa by food aid. And food aid is not aid at all. It is business, pure business. Because people want to keep certain farmers working in other countries, other continents, and also the money used to ship the food is enough to buy food locally, to meet food needs. So we need to examine these political issues and problems that is compounding the food situation on our continent. Now, our land is under assault by external forces. There are some companies who have openly said they are sovereignty speculators. They look at a country and say, okay, this country is going to break up in 2015 and we're going to buy land in this part of the country. I mean, corporations are having this kind of disposition towards countries and forcing things to happen to lead to a breakup of countries, so that instead of Africa becoming one country, Africa is going to keep on fragmenting and then being less able to defend herself. And so these are the things that challenge our food production. We need our land, we need to control our seed, and we need to develop tools to cultivate. This is the way to the real green revolution, not chemical agriculture, not the one driven by external forces, and not the one on another person's agenda. Merci beaucoup. Monsieur Fikrat, excusez-moi, peut-être réagir juste peut-être à ce qui a été dit avant, si vous avez envie. Ou en tout cas, la question que moi je voulais vous poser, c'est qu'il semble, selon votre propre présentation, que grâce dans votre société et au modèle qui a été développé ici au Maroc, on ait réussi peut-être à mettre en place ou à approcher cette équation de la triptyque à la fois rentable, écologique et sociale. Alors quels sont aujourd'hui les domaines dans lesquels il faudrait améliorer votre modèle, ce que j'appellerais peut-être le modèle marocain? Alors si vous permettez, je vais intervenir en deux temps. Premier temps par rapport aux biocarburants, aux biofuels. Les biocarburants, ils ont la particularité d'avoir compliqué le suivi de tout ce qui est alimentaire au niveau mondial parce qu'ils ont créé des passerelles.
très forte. Maintenant, si vous voulez suivre le cours du maïs, vous devez vous intéresser aux biocarburants aux États-Unis, vous devez vous intéresser à l'éthanol au Brésil. Donc ça a compliqué encore plus le système. Ça, c'est une donnée qu'il faut avoir à l'esprit. La deuxième idée, c'est que les biocarburants, c'est une réponse des pays dans les pays développés dans l'élan de l'intensification qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement réorganisé leurs outils de production, ils ont des terres disponibles et ils ont aussi la question de souveraineté énergétique. Donc il faut la comprendre. Ça doit interpeller plus l'Afrique parce que si vous voulez réellement avoir une sécurité alimentaire, il faut que vous produisiez à côté de vos consommateurs, donc chez vous. Donc c'est là où l'urgence devient beaucoup plus forte et nous avons intérêt à raccourcir la distance entre la production de tout ce qui est alimentaire et le lieu de consommation. Donc là, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, c'est les réussites que nous avons aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore totales par rapport à nos ambitions, sont dues en grande partie à la création d'une sorte d'écosystème de gouvernance. Vous avez d'un côté l'administration, vous avez d'un côté les représentants des petits agriculteurs, vous avez l'opérateur privé, et vous avez un ensemble qui a essayé de fonctionner dans un partenariat gagnant, 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 3 fois. Et c'est ça qui nous a permis de surmonter beaucoup de problèmes élémentaires, mais on n'a pas encore gagné tous les challenges. Je vous donne des exemples. Avant, il y avait une confrontation frontale entre l'agriculteur sucrier et la sucrerie. Il y a toujours des discussions sur les prix, etc., sur la qualité. On a mis en place un système dans le cadre de la fédération interprofessionnelle qui permet de traiter toutes les questions autour d'une table et de se mettre d'accord sur des règles. Nous avions aussi un conflit entre l'irrigation pour les plantes sucrières et les autres plantes. Donc là aussi, ça a été fait avec les agences qui représentent le ministère de l'Agriculture. Et c'est la création de cet arsenal d'accords, de mécanismes de dialogue qui nous a permis d'aller le plus loin possible, tout en gardant à l'esprit tout le temps la responsabilité socio-économique de l'entreprise. Mais quand on y réfléchit de très près, vous avez un rôle capital du politique, de l'État, que ce soit au niveau central ou au niveau local, parce que c'est lui qui est un peu l'arbitre, qui doit mettre en place des mécanismes de régulation pour qu'aucun des acteurs ne soit pas découragé dans sa mission. Merci. Juste une question ponctuelle, M. Amrouk. Est-ce que le Maroc a atteint l'autosuffisance alimentaire ? Oui, le Maroc est parmi les exemples à citer, définitivement. Très peu de pays ont réussi d'atteindre leur objectif en sécurité alimentaire. Le Maroc est parmi ces pays-là qui a réussi, de par la clairvoyance des politiques mises en place. Et j'espère, comme j'ai dit, que les exemples qui ont réussi soient montrés comme modèle, et puis avec la célébration des productions petites entreprises l'année prochaine, j'espère que beaucoup de ces successful examples, let's say, soient montrés pour que d'autres pays puissent profiter également, c'est sûr. Je voudrais simplement revenir, si vous me permettez, sur cette question de gouvernance générale. Et puis, il ne faut surtout pas oublier, peut-être que je dévie, il ne faut pas oublier la responsabilité des gouvernements eux-mêmes. Parce que, si on regarde à travers l'histoire, la crise alimentaire en Éthiopie en 84-85, la crise en République démocratique du Congo 98-2004, récemment, la Somalie en 2011, et puis l'Afrique de l'Ouest en 2012, avec le Mali et le Niger. La principale cause de la crise alimentaire, ça a été les conflits internes. Ça a été une gouvernance inadéquate de la chose sécurité alimentaire. Mais surtout, c'est les conflits internes qui ont causé les crises alimentaires. C'est vrai qu'il y a des phénomènes climatiques comme la sécheresse qui exacerbent les choses, mais à la source, c'est surtout les conflits internes qui mènent aux situations de crise alimentaire. Très bien. Il nous reste un petit peu moins de 15 minutes. Je pense que
tout n'a pas été abordé, mais un bon nombre de thèmes, justement, ont été abordés. À présent, j'aurais envie que le public puisse intervenir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois quelques mains se lever. Si les hôtesses veulent bien, voilà. Monsieur Ziguélé, Premier ministre Ancien. de la RSA. Ancien, exactement. Non, on le demeure toujours, la fonction demeure. Je vous remercie. Non, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette thématique sur la révolution verte. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est... Comment les choses vont se passer? Je me souviens, et je parle sous le contrôle de M. Abdullah Koulibaly, au forum de Bamako il y a 4 ans. Je pense que vous étiez aussi là, sauf si je me trompe. Nous avions parlé de la sécurité alimentaire en Afrique. Donc je dis une seconde fois que je me réjouis que la question soit posée ici parce que généralement cette question ne survient que lorsqu'il y a de graves crises qui entraînent des mouvements de population, on brûle les véhicules, on met le feu aux bâtiments publics. C'est en ce moment qu'en Afrique, on se réveille et on parle de la sécurité alimentaire. Le phénomène est encore plus grave dans les zones généreusement arrosées de l'Afrique centrale où il y a cette culture de la cueillette qui s'est substituée à la définition des politiques agricoles. Je m'explique. Chaque saison, il y a des produits qui tombent du ciel ou qui poussent de la terre naturellement et qui font que les hommes et les femmes mangent et ne se posent pas de questions, que ce soit des champignons ou des fruits, les chenilles, etc., etc. La définition de la sécurité alimentaire en Afrique est une urgence et une nécessité politique. Et il y a des régions en Afrique qui ne savent que faire de l'eau et de la pluie, notamment dans le bassin du Congo et un peu au-delà. Et il y a des zones en Afrique où il n'y a aucun espoir en matière d'agriculture parce que c'est vraiment des régions arides en totalité. Je pense qu'à l'échelon national, il y a beaucoup qui doit être fait pour que l'agriculture soit considérée comme le fondement même de toute politique nationale. Parce que si quelqu'un ne mange pas, des ventres affamés n'ont pas d'oreilles. On ne peut rien faire dans un pays s'il n'y a pas de politique alimentaire, si l'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée. Et je jette un peu les idées en vrac pour poser ma question. Vous verrez que dans la plupart de nos pays, y compris pour cet objectif-là primordial, vital, j'allais dire, mais le financement de l'agriculture repose en totalité sur des promesses faites par les organisations financières internationales. Et c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Vous ne pouvez pas mener de politique agricole sur une période de 3-5 ans, sur un horizon de 3-5 ans, 10 ans, parce que vos relations avec ces institutions-là dépendent de l'existence d'un accord avec le Fonds monétaire international. Donc, dès qu'il y a un choc qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur du pays et qui met à mal vos relations avec le FMI, vous n'avez plus droit au financement que vous aviez prévu pour faire de la planification dans l'agriculture et assurer cette fameuse sécurité alimentaire. En quelque sorte, nous n'avons aucune marge de manœuvre en réalité sur un financement à long terme de notre agriculture, comme l'Europe en a bénéficié grâce au plan Marshall, il faut le souligner, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est d'abord les hommes. Il faut qu'on forme les agriculteurs parce que là aussi, nos agriculteurs, c'est une génération spontanée. C'est nos pères, c'est nos grands-pères qui faisaient de l'agriculture parce qu'ils ont toujours fait de l'agriculture depuis des siècles. Et aujourd'hui, l'agriculture devient un métier. Où sont les centres de formation des paysans en Afrique? Où sont les centres de formation des jeunes ruraux en Afrique? Ça pose le problème de notre modèle de scolarisation. Où sont les moyens pour que l'agriculteur puisse passer de la culture à la houe ou de la culture à télé à une certaine forme de mécanisation? Où sont les structures où l'on pense la mécanisation par rapport à la nature de nos sols, par rapport à nos contraintes budgétaires, par rapport aussi au niveau d'éducation de ces paysans que nous n'avons pas encore? Où sont les financements? Est-ce que c'est la Banque mondiale? C'est la FAO? C'est le FIDA? C'est le fonds de l'OPEP, etc., etc. Ces fonds sont par définition, je viens de le dire, volatiles. Où sont les débouchés? Les débouchés, c'est dans nos pays
Dans nos pays, il y a des régions qui sont déficitaires, il y en a d'autres qui sont excédentaires. Je prends le cas de la RCA. La RCA, c'est un pays où il n'y a pas un seul centimètre carré d'aridité, de sol aride. Le pays est totalement vert. Il y a des régions même du pays où il pleut 8 mois par an où personne ne peut arriver, où il y a moins d'1 habitant au kilomètre carré. Et juste autour, vous avez des pays comme le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie, l'Égypte, le Tchad, l'Algérie un peu plus loin, le nord du Cameroun, le Niger, qui sont des régions structurellement déficitaires. Où est la coopération régionale pour que les régions, comment dirais-je, déficitaires puissent... donc, je me demande de quoi on parle. Est-ce que sur le plan national, régional et international, est-ce qu'on s'est vraiment penché sur l'agriculture africaine pour faire en sorte que les Africains puissent avoir à manger et exporter vers d'autres pays africains déficitaires, et ce, dans la durée? Notre frère du Nigeria a dit qu'on donne parfois des explications politiquement correctes à des phénomènes qui sont beaucoup plus simples. La plupart des guerres que nous avons, soit à l'intérieur de nos pays, soit entre deux États voisins, les conflits, je dirais, c'est aussi des guerres de la terre, des régions qui se dégradent, des éleveurs qui ne trouvent plus de bonnes terres pour le pâturage et qui vont vers des régions beaucoup plus vertes et qui, en se faisant, pour se protéger aussi, introduisent des armes, etc., etc., changent la culture et la façon de vivre dans ces pays-là, et cela aussi crée des conflits. Donc l'agriculture, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi ce dont on peut mourir demain. Donc je voudrais que peut-être à une autre occasion, les MEDES vraiment mettent ce sujet-là sur la table et que ce soit le thème de toute une conférence, parce que c'est un sujet qui concerne nos pays, chacun de nos habitants, ceux qui sont vivants aujourd'hui et ceux qui le deviendront demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ziguélé, pour ce statement, cette prise de parole. Monsieur aussi, vous aviez levé la main. Merci. Pierre Jacquemot, j'ai été ambassadeur de France dans 3 pays africains et j'ai travaillé en tout 25 ans en Afrique, donc c'est plutôt un témoignage sur 2 points. Je pense qu'il est plus opportun de parler de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je crois que ça a été à peine esquissé. Mais mon expérience me rappelait tout à l'heure que je connais des pays d'Afrique où la malnutrition affecte 50% des enfants entre 0 et 5 ans, avec des effets irrémédiables en termes de croissance physique, mais également de croissance intellectuelle. Je crois que maintenant, je pense que notre collègue de la FAO en sera d'accord, on est dans cette problématique aussi qualitative. On parle de nutriments, on parle de vitamines, de qualité alimentaire. L'autre point, je voudrais conforter M. Basset dans ses prises de position, également sur la base de mon expérience. L'agriculture paysanne ou familiale, qui va faire l'objet de l'année 2014, ça marche. Il y a nombre d'expériences, et je pense qu'il faut les rappeler, de réussite de petites exploitations. J'ai des exemples encore visibles. J'étais à Madagascar il y a très peu de temps, dans l'Androy, la région la plus pauvre de Madagascar, où on a une agriculture paysanne très, très dynamique. Mais les expériences du Malawi sont connues, les expériences de l'Éthiopie sont connues, quelquefois couplées selon des mécanismes contractuels avec de grandes exploitations, parfois totalement indépendantes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord qu'on s'appuie beaucoup sur les savoirs agronomiques paysans. Et il y a tout un travail de réhabilitation qui n'est pas une ambition un peu utopique, écologique, mais qui est un travail en vraie grandeur. Encore, il y a 3 semaines, j'étais à Haïti, travaillant sur des périmètres irrigués, où on fait du maraîchage s'inspirant d'une technique qui s'appelle le grappillage, qui consiste à diversifier sur un monticule plusieurs récoltes à des temps différents. Donc il y a tout un savoir paysan qui a été très largement occulté par l'agriculture coloniale ou par d'autres mécanismes. Et ça me paraît important, et c'est la mission d'un certain nombre d'institutions, de réhabiliter ce savoir qui est tout à fait adapté au contexte sociologique, mais également écologique. Vous avez des plantes qu'on a réhabilitées à Madagascar, qui ont des vertus sur la revigorisation du sol ou la lutte contre la salinisation, toute une série de vertus en plus de leurs vertus alimentaires et nutritives.
La deuxième chose qu'on peut dire pour valoriser cette agriculture paysanne, c'est de lui donner un certain nombre de garanties. Parlons de protection. Protection contre l'importation abusive, ou protection, voire dans certains cas, contre l'aide alimentaire qui détruit des normes de consommation, des habitudes de consommation. C'est des phénomènes très connus, mais malheureusement, j'étais ambassadeur au Ghana, on a cité le Ghana tout à l'heure, les importations rizicoles de riz de l'étranger menacent durablement toute l'agriculture rizicole dans l'intérieur du pays. Si on ne se prémunit pas et on n'organise pas les marchés, on n'assure pas une protection en faveur d'un riz qui est de bien meilleure qualité que la brisure lavée, blanchie de l'extérieur. Troisième petite remarque à propos de l'éthanol. Vous pouvez très bien faire de l'éthanol pour de l'agriculture paysanne. On l'a dit, la conférence d'avant, sur le déficit énergétique de l'agriculture. On a des expériences tout à fait réussies d'utilisation de biocarburants à des fins de production d'énergie pour le besoin de l'agriculture familiale. Donc il n'y a pas... L'éthanol en soi n'est pas en soi quelque chose de monstrueux, mais tout dépend du usage que vous en faites. Donc je pense qu'il serait intéressant de davantage valoriser les expériences, j'ai cité quelques pays, qui permettent de conforter les propos de M. Basset au travers des réussites et qui sont de nature à résoudre en partie le problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est l'objet de ce débat. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ce sera le dernier intervenant parce que le temps file. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا سمحت سيد الرئيس هذه الجلسة سأضطر الحديث باللغة العربية. سؤالي موجه إلى كل من الأستاذ مغاتينوس، مع الأسف قد غادر القاعة، وكذلك إلى أستاذ فركات، وكذلك إلى جميع المتداخلين. بالنسبة لمغاتينوس فصراحة تحدث عن الآليات التمويل لنجاح المنتوج، ولكن مع الأسف لا أحد من المتداخلين تكلم على الإنسان، يعني لوم افيك غرون داش، لأنه أعطي هناك نموذج. هناك دول عديدة نجحت بفضل استثمارها في الإنسان، وأعطي نموذج ماليزيا وكذلك إلى كوريا الجنوبية. فسؤالي الموجه إلى الأستاذ فركات، لأن نحن نعرف أنكم اشتغلتم على المغرب الأخضر منذ سنة 2008، والتصريحات الأخيرة لمعالي الوزير الفلاحة المحترم أنه قال بالحرف في الآونة الأخيرة أن هذا المشروع في حاجة إلى ملاييرات أخرى. ومع الأسف اسمحوا لي لم أتذكر الأرقام بالضبط، في غياب تواصل، في غياب تنسيق، في غياب هيئة للتتبع والمراقبة. وعلى ما أعتقد هي مربط الفرس، كوميتي دو سويفي اي كونترول. بالإضافة هناك نقاش اليوم في المغرب يدور حول ضرائب للفلاحين الكبار. وسؤالي بالنسبة الموجه إلى جميع المتداخلين، أشكركم ومرحبا بكم في بلدكم الثاني اللي هو المغرب. نريد رأيكم في هذا العنصر البشري، يعني لوم افيك غرونداش، يعني ما هي تعليقاتكم على ذلك؟ وكذلك أخيرا أتحدث عن وسائل الإعلام وكذلك المجتمع المدني، ما هو يعني رأيكم في هذا؟ وشكرا. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas pris le début de votre question parce que je cherchais l'interprétation, mais je suppose que les panélistes ont entendu donc les questions. Je ne sais pas, est-ce que la question était adressée à quelqu'un de particulier? À vous, vous voulez répondre? Alors, ce qu'on va faire, je vous donne chacun 1 minute, parce que c'est le temps qui nous reste. Vous répondez en partie à la question et vous concluez aussi. Je commence par vous, monsieur. ميرسي. أشكرك الأستاذ الكريم على السؤال ديالك. فقط أذكر بجوج النقاط. مخطط المغرب الأخضر، وزارة الفلاحة هي اللي قامت بالتهيئ له والتتبع ديالو. النقطة الثانية هو المخطط الأخضر، فكاين هناك الملتقى السنوي ديال مكناس اللي كيكون فرصة دائما لجرد الحصيلة السنوية. زيادة على هذا الملتقى كيكون كذلك ملتقى قبله، كيكون في الشهر ديال نوفمبر، يمكن غادي يكون في 19 او 20 في هذا الشهر ان شاء الله، اللي كتكون فيه الدراسه ديال جميع المخططات اللي وقع عليها الاتفاق في جميع المسالك في جميع لي فيليير. حنا في القطاع ديال الفلاحه على حسب العلم ديالي ما كايناش كرونطاش
كاينه غرونتا اغريكولتور وفي جميع المسالك دائما كتكون واحد الجهه مخصصه للتكوين وللتتبع ولجلب كذلك وسائل الانتاج المعصرنه. ما ننسوش بان البلاد ديالنا راه دار واحد المجهود كبير. كاين عندنا معاهد عليا اللي فيها متخصصين في الميدان الفلاحي في جميع الميادين اللي معترف بهم دوليا، وفي نفس الوقت كاين تتبع ديال الفلاحه بصفه مباشره بحال الشكل ديال الشركه اللي كنشتغل فيها. عندنا ما يزيد على 100 مهندس وتقني عالي اللي كيشتغل في تأطير الفلاحه وكيقوم ماشي فقط في ادخال التقنيات الجديده ولكن كذلك بعقد التواصل مع كل ما استجد عالميا في الميدان ديال الزراعه ديالهم. اذا كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك. Je vais passer au français pour aller vers la conclusion que vous aviez demandé. Ce que j'ai compris à travers ce panel, c'est qu'il est très urgent d'aller vers la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, qui est tout à fait logique. On l'oublie souvent parce qu'en Afrique, on a déjà un problème d'accessibilité à la quantité. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'Afrique, il a une opportunité extraordinaire. La nature nous a doté de belles caractéristiques, même si tous les pays n'ont pas tous la pluviométrie, mais on a le sol, on a la pluviométrie, nous avons aussi l'être humain, même si parfois il a besoin d'accompagnement, de formation, comme l'a rappelé M. le Premier ministre, mais on a ces atouts-là. D'un autre côté, nous avons devant nous les vitrines des expériences passées. Donc on sait quelles sont toutes les erreurs qu'il ne faut pas refaire. Alors tout cela milite pour qu'il y ait une prise en compte à une échelle peut-être régionale ou paranationale ou internationale pour faire de la sécurité alimentaire une grande priorité et mettre en place ce qu'il faut, parce que ça va donner de toute manière un schéma très vertueux pour tout le monde. C'est des opportunités d'investissement dans l'infrastructure, c'est des opportunités de développement humain en Afrique, et par voie de conséquence, c'est même, ça permettra de traiter de manière préventive et intelligente tout ce qui est sécuritaire intra-Afrique et les voisins de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Basset aussi. En guise de conclusion, en 1 minute, s'il vous plaît. Well, I would like to say that the first green revolution really led to a lot of harm to agriculture, to soils, and to farmers, especially in Asia, Southeast Asia, and led to the loss of a large amount of varieties of crops, and which local farmers there are struggling now to recover and to save against big odds and big resistance from agribusiness and some politicians who don't really pay attention to what the real needs are. So what I would like to say now for us in Africa, clearly, even where we have challenges of nutrition, the solution is not going to come from laboratory. The solution is going to come from planting wholesome crops and eating appropriate food. There's something called the golden rice and even the vitamin A cassava that's been promoted. Now, you need to eat huge quantities to obtain vitamin A that can be obtained from eating just a few carrots. And so we need to just pay attention to what we eat, and that's where education also matters, and extension services to talk to our people who may not know how to combine certain things in an appropriate way, and then to discourage junk food and importation of cultures and ways of eating that are not appropriate to our system. And finally, policymakers simply have to listen to the farmers. I've talked to a lot of farmers in some countries in the continent. They have the solutions, they have the energy, they have the desire to do things, but they're not supported by the system. The system just has to support these people who are ready to produce food for our people. Thank you very much. Monsieur Poirier, en guise de conclusion, peut-être une question. C'est quel type de solidarité, sans nous détailler la chose, mais on pourrait construire entre le Nord et le Sud pour justement vaincre cette menace de l'insécurité alimentaire? Alors, en conclusion, je trouve on peut avoir de l'avenir, puisqu'il y a beaucoup d'organisations, ou en tout cas le panel était là pour répondre à quand même une question sur
et que la question justement de la sécurité alimentaire était quand même interpellé beaucoup de personnes et tous les milieux. Donc c'est vraiment une chose importante et voilà, peut-être c'est ma conviction, peut-être que j'attends vraiment, ou peut-être j'attends trop de la politique, mais en tout cas j'attends enfin la première marche qui sera franchie par nos politiciens pour vraiment répondre à cette question et enfin on arrivera à trouver des solutions. Mis à part ça, je crois que il y a une grande envie. Les gens, voilà, il y a eu une démarche du commerce, de mondialisation, et il y a un certain retour un peu à la territorialisation, un petit peu. Il y a ce phénomène qui est là. En plus, ceux qui ont investi dans la globalisation reviennent justement un petit peu à leur terrain. On le voit sur certains pays. Et par rapport à ce qui se passe en République d'Afrique centrale, c'est justement ça, c'est le partage en fait. On revient à cette notion de partage que si j'ai quelque chose en plus, j'ai assez d'eau pour t'aider, produis toi aussi. Je crois que c'est la coopération internationale, elle se fait à l'échelle, il n'y a pas d'échelle géopolitique, mais plutôt une échelle géologique presque, où ce que tu peux m'apporter, ce serait intéressant, et travaillons en coopération, et je crois que c'est cette idée-là qu'il faut avoir. Ça a été la base de construction telle que l'Europe, elle essaie de se construire. À l'Afrique aussi d'engager ce processus, parce que voilà, il est hors de question que ce soit toujours l'Europe qui fournisse l'Afrique, ou que ce soit ailleurs. Mais que chacun ait des projets, et que cette sécurité alimentaire, et c'est vrai que la question nutritionnelle était importante, puisque les habitudes alimentaires, c'est aussi peut-être un peu de variété. Je ne connais pas assez pour me permettre de juger, mais en tout cas, apporter de l'aliment de qualité, en tout cas répondant à un régime alimentaire de certaines zones. Donc ça, c'est vrai qu'il faut répondre à cette question, et c'est l'enjeu. Et ce sera l'enjeu du bien commun, et de l'ensemble des coopérations qui pourront être présentes sur l'ensemble des territoires et à n'importe quelle échelle. Merci beaucoup, Monsieur Amrouk aussi. En guise de conclusion, moi je vous demanderais, donnez-nous des bonnes nouvelles, là. Allez, des bons chiffres, redonnez-nous espoir pour qu'on s'en aille un petit peu avec de baume au cœur, parce qu'on nous dit c'est vrai que c'est dangereux, ça va pas bien, il y a beaucoup de spéculateurs sur le marché, il y a l'assaut, comme disait Monsieur Basset, des spéculateurs sur les terres arabes, africaines, mais il y a sans doute aussi des bonnes nouvelles, non? Oui, il y a des success stories. Nous avons réussi quand même à faire on a des histoires qui montrent que nous pouvons, comme communauté internationale, abattre ce fléau de la faim dans le monde. Nous avons réussi à réduire ce chiffre. Donc ça, c'est un aspect positif. Mais il reste beaucoup à faire. Certes, il reste beaucoup à faire. Et il ne faut surtout pas oublier que le plus grand investisseur dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les institutions internationales, ce n'est pas le secteur privé, mais c'est le producteur, l'agriculteur lui-même. C'est lui qui investit le plus dans le secteur agricole. Donc, il faut demander au gouvernement de créer cet environnement propice pour que l'agriculture et l'agriculteur s'épanouissent. Donc je demande, et on peut demander aujourd'hui au gouvernement de maintenir et même d'augmenter leur investissement dans le secteur agricole et dans le secteur de la recherche et développement qui soutient le secteur agricole. Je sais, c'est difficile. Nous sommes dans une période de crise économique, il y a des coupures partout, dans tous les secteurs, mais il ne faut surtout pas couper dans le secteur agricole. Ça serait une erreur grave. Et donc, il faut demander à partir d'ici que les gouvernements continuent à appuyer le secteur agricole et à augmenter leur investissement dans le secteur agricole pour pouvoir créer cet environnement propice au développement de l'agriculture et donc favoriser ce combat que nous menons tous, privés, gouvernements, institutions internationales, contre la faim dans le monde. C'est un objectif que l'on peut atteindre et donc travaillons tous pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, merci à tous pour la pertinence de vos propos et la dynamique justement de ce débat. Merci à vous.
le public pour votre attention et la pertinence aussi de vos interventions. Particulièrement un merci à Antonin, qui, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais qui nous a aidé à préparer cette émission. Et puis plus globalement, voilà, il est là, Antonin. Merci beaucoup. Voilà, pardon ? Cette émission, oui, ça c'est le réflexe, oui, justement, ce panel. Je remercie bien sûr les organisateurs de l'Institut Amadeus et des Med Days. Et voilà, donc le programme continue. Il y a d'autres panels très intéressants. Donc cet après-midi, demain et les autres jours. Je vous remercie. À bientôt.